De toute notre vie, jamais on n'avait autant attendu le retour de la F1. 218 jours de flou pendant lesquels on s'est dit que jamais on allait retrouver cette discipline que l'on aime. 218 jours d'attente pendant lesquels on s'est rendu compte qu'on aimait tout le temps cette intensité, cette passion et bien sûr cette émotion que nous procure cette discipline. La Formule 1, c'est quelque chose de très con en définitive, de la matière grise qui crée des voitures qui vont le plus vite au monde, qui sont les plus puissantes au monde pour créer le monde de demain et qui sont données bien sûr aux mains de pilotes qui aiment tutoyer un petit peu la mort. La mort, on en a beaucoup parlé, elle a imprégné nos vies depuis 2 à 3 mois et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour vous dire que les pistonnés n'ont jamais été autant en vie. Bonne émission les amis, bonne saison. Salut les amis, on est de retour à la maison et franchement, ça nous fait le plus grand plaisir de vous accueillir pour cette saison 2 des Pistonnés. On va revenir forcément sur le Grand Prix d'Autriche et on est de retour bien sûr, comme tous les mercredis, après chaque week-end de Grand Prix. On pourrait même dire comme tous les mercredis entre chaque Grand Prix parce que le programme de cet été bien sûr est très important. Laissez-moi vous présenter ceux qui vont nous accueillir aujourd'hui. Vous les connaissez maintenant, inutile presque de les présenter comme monsieur Brice Germain. Comment ça va Brice ? Ça va et toi, ça va et vous ? Je suis content de vous retrouver, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Exactement, en vrai. Oui, parce que Zoom, ça va bien 5 minutes. Exactement, on s'en lasse très vite. À côté de toi, ton polémiste préféré, on peut dire que vous êtes un peu comme tic et tac tous les deux, monsieur Hamza Ramani. Salut Hamza. Comment ça va ? Ça va. Quel plaisir. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec Hamza, c'est quand tu lui demandes « Salut Hamza, ça va ?» Il te dit « Ça va ?» Toujours, c'est ça que j'aime, un garçon poli. Ça va Hamza, la forme ? Très bien, Ouais. ravi de tous vous revoir. Presque tous, en effet, vous allez voir. C'est dirigé sur moi. Ok. On va tout le monde. Monsieur Piero Despiello qui est également à sa table tout seul tranquillement. 2 casquettes aujourd'hui, Renault et Ferrari. Ça va trash talker un peu fort ou quoi Piero ? Bah écoute, non mais on n'est pas loin d'avoir peut-être le retour d'un double champion du monde, donc Renault, Ferrari. Il a été dans les 2 écuries. Peut-être qu'il revient. Tu fais l'association entre les deux, je comprends bien. On va regarder tout de suite les amis le sommaire de cette émission. Vous allez voir un peu de graphisme qui a changé depuis la saison précédente. On débriefera forcément le Grand Prix d'Autriche 2020 avec une question notamment autour de Bottas. Va-t-on voir une version 3.0 de notre ami Valtteri Bottas ? Le décryptage, Alex Caldi viendra nous parler de l'accrochage entre Lewis Hamilton et Alexander Albon. Et puis bien sûr le débat Racing Point Force 3. Est-ce que le Racing Point peut s'installer bien sûr en haut du tableau, et puis on élargira un petit peu plus en se posant la question, faut-il permettre le retour des écuries clientes ? On terminera forcément par un quiz histoire de rigoler, de s'amuser, et on fera bien sûr un petit tour des pronostics. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, allons vite. La presse espagnole, au moment où on enregistre cette émission, annonce une arrivée imminente pour cette semaine de Fernando Alonso. Alors on connaît la presse espagnole, sa manière de fonctionner, sa manière de parfois faire du lobby pour les sportifs qu'elle protège. Fernando Alonso chez Renault officialisé dès cette semaine. Vous y croyez ou vous y croyez pas ? C'est le premier tour de table. Moi je vais te dire, j'aime bien les rumeurs, donc je vais dire oui, allez, on va y croire. C'est comme Vettel chez Mercedes, mais apparemment ça va pas se faire. J'aime bien y croire parce que pour le geste c'est beau et puis ça ferait un plateau 2021 très cool. Et donc du coup, non, clairement. Moi j'aimerais bien y croire. De toute façon, la presse espagnole, ils sont latins comme nous, on a le sang chaud, on aime bien y aller, donc allez. Let's go. Il y a beaucoup plus de chances de voir Alonso chez Renault que Vettel chez Mercedes. C'est ça le problème. Et est-ce un problème ? On en débattra. Brice, ton avis sur la question, t'y crois toi pour cette semaine ? C'est bandant, mais bon. Ah quand même. Oui, c'est bandant. C'est une association qui est exceptionnelle. Mais après, revenir avec une ex, est-ce que ça a déjà marché pour Alonso ? Pour toi, ça a bien marché, non ? Non. Revenir avec une ex à 42 ans, c'est ça aussi. Hein. Et voilà, à 42 ans, et parce qu'en fait, on trouve pas autre chose. Ouais. Donc c'est un petit peu, c'est un peu forcé. Si Renault a un vrai projet, pourquoi pas ? Mais bon, il a déjà tenté une fois, donc ça va pas donner non plus des merveilles. On verra tout ça bien sûr d'ici quelques jours. Si officialisation, on en parlera dès la semaine prochaine bien évidemment, mais on ne loupera pas ce sujet, que Fernando Alonso revienne en Formule 1 ou pas. Je pense qu'on parlera de l'ami Fernando tout au long bien sûr de cette saison. Allez les amis, on perd pas de temps, il y a eu un Grand Prix fantastique ce week-end. C'était le Grand Prix d'Autriche, c'était la manche inaugurale du championnat 2020. Depuis le temps qu'on l'a attendu, on en parle tout de suite.
le Grand Prix d'Autriche, je vous le disais, qui accueillait pour la première fois de son histoire une manche inaugurale d'un championnat du monde, bien sûr, de Formule 1. On va regarder le classement à l'arrivée de cette première course avec la victoire de Valtteri Bottas devant Charles Leclerc et sa Ferrari et le premier podium également de Lando Norris. Vous dire que c'est Lando Norris qui a fait d'ailleurs le meilleur tour au cours de cette course et vous dire aussi que le driver of the day a été Alex Albon, bien évidemment. Hamilton seulement 4e, Vettel seulement 10e et surtout 9 abandons au cours de cette course, ce qui nous amène tout simplement à ce que vous connaissez de mieux, les 4 enseignements de cette première course bien sûr de la saison. Vous allez le voir avec la première question. Bottas 3.0, c'est la question qu'on a envie de vous poser. Le miracle Leclerc, pour Ferrari en tout cas. Norris, la grande première. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, le top flop de nos amis pistonnés. Allez, on attaque tout de suite sur Bottas avec ce tableau parce qu'il a fait un super week-end, le Finlandais. 8e victoire, on le disait, en carrière. La première d'ailleurs de sa carrière en menant de bout en bout. Une parfaite maîtrise, beaucoup d'autorité sur les 3 restarts. Un petit peu de vis aussi. Pourquoi pas pour désavantager Lewis Hamilton, même si le pilote britannique a dit l'inverse. On sait qu'il a ralenti Valtteri Bottas dans cette fin de course. La 12e pole position de sa carrière, mais surtout une grosse impression mentale avec ce plein de confiance. Il avait, c'est vrai, la meilleure voiture du plateau de loin. Plus que jamais épanoui dans sa vie privée, on le voit si vous le suivez notamment sur Instagram. Et puis surtout, ce qui est venu parachever le tout, c'est l'éloge d'Ola Källenius, le grand patron de Daimler, qui a laissé entrevoir une prolongation pour Valtteri Bottas en 2021. Est-ce qu'on a découvert aujourd'hui un nouveau Valtteri Bottas ? Il y a quelque chose qui est très intéressant avec Bottas, et tu l'as dit, c'est sur sa vie privée, parce que maintenant il a l'air d'être épanoui, et ça se voit sur les réseaux sociaux. Il y avait notamment sa compagne du moment, on va dire, mais ça a l'air de bien durer, qui est Tiffany Cromwell, et qui était présent en Autriche pour le coup. Et donc effectivement, on le voit dans toutes ses stories, il est épanoui, il est heureux de faire son tour de Corse à vélo par chez toi, tu vois. Donc, non, franchement, un Bottas, alors 3.0, j'en sais rien, mais s'il arrive à garder ce momentum pendant toute la saison, et la saison pour l'instant elle reste courte parce qu'on n'a pas encore les confirmations de ce qui va se passer après l'Italie, honnêtement ça peut envoyer du très lourd. Maintenant, encore une fois, il va falloir prendre les pincettes. On sait qu'à Hamilton il met toujours un petit peu de temps à démarrer, donc on va voir comment ça se passe. Et une autre chose, peut-être que Hamza embrayera là-dessus, mais il y a eu un petit peu de fourberie, le petit truc qui fait qu'il arrive à à faire des manœuvres de champion du monde. Alors 2 points, le premier sur Hamilton qui met du temps à démarrer. La saison dernière, Hamilton c'est 6 victoires je crois sur les 8 premières courses. Et 2 Oui, places, mais il me semble. attends, Donc, par rapport à ça, première course, c'est pas lui qui a gagné. oui, mais bon, 6 victoires sur 8 c'est déjà pas mal. Mais passons, c'est pas grave. Généralement, il est diesel sur un week-end, Hamilton. Il remporte pas forcément tout le temps les essais libres et derrière, il se pointe en qualif, il te sort une pole et derrière, en course, il est intouchable. C'est ce qu'a fait Hamilton sur ce Grand Prix-là. Bottas sur ce Grand Prix-là. Il a pas gagné une seule séance d'essais libres. Il s'est pointé comme une fleur en qualif où il s'est fait dominer tout le long et au final, à la fin, il claque le temps. Il permet même d'ailleurs de choper la pole et de crier sa victoire pendant qu'il est dans l'herbe, parce qu'il s'est sorti à ce moment-là. Avec un tête à queue en prime. Donc Bottas, pour la première fois de sa carrière chez Mercedes, a fait du Lewis Hamilton. Et c'est en ça que c'est peut-être une version 3.0. Peut-être qu'on s'emballe comme l'année dernière, où on s'est dit la barbe, peut-être que quelque chose va changer. Là, quand même, avec cette petite dose de vice, avec ces restarts bien gérés, avec cette résistance à la pression, parce que mine de rien, le job, il l'a fait au moment où Hamilton était en train de remonter dans le classement. Derrière, il a dû, avec la safety car, se recogner un Hamilton proche. Il n'a jamais craqué. C'est quand même un signe de « je vais être là cette année ». Quant à la fourberie, il faut quand même détruire cette idée. Il y avait un drapeau jaune, Bottas a ralenti de 2 secondes 5 et Hamilton n'a pas ralenti. On voit sur les on-board que Lewis Hamilton il est resté à fond malgré le drapeau jaune et il n'a même pas été ni sanctionné ni inquiété par les commissaires. Donc si Hamilton est revenu en fin de course sur Bottas, c'est pas Bottas qui a ralenti, c'est parce qu'il y avait un drapeau jaune. Juste petite relance les amis, Hamilton il va être attendu au tournant pour le Grand Prix de Styrie, vous savez c'est le Grand Prix d'Autriche mais qu'on appelle différemment, un peu comme une Racing Point et une Mercedes. Bah écoute, Hamilton, on va voir ce qu'il va donner, mais moi honnêtement je pense que Hamilton va revenir très fort sur ce deuxième Grand Prix de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui se fait piquer à vif, donc clairement il va vouloir reprendre la pole position. Donc, et puis Hamilton disait qu'il prévoyait une stratégie différente à celle de Bottas, à savoir prolonger son relais en soft pour ensuite
chaussée des médiums, là où Bottas aurait eu avait des durs. Ouais. Sauf qu'il y a eu la safety car qui a ruiné cette stratégie de Lewis Hamilton. On passe au deuxième enseignement parce que là, il va y avoir énormément de choses à dire. On va forcément évoquer Ferrari. On va évoquer surtout le miracle Charles Leclerc. Regardez plutôt avec, bien sûr, ce tableau. Charles, un week-end qui a très mal commencé, on peut le dire, une saison qui a mal commencé avec cette SF1000 mal née, un concept aéro complètement raté. Une nouvelle voiture est d'ailleurs attendue du côté de la Hongrie pour la troisième course et surtout un moteur qui a perdu de sa superbe. Écoutez cette statistique, 7 dixièmes perdus par les Ferrari par rapport aux Mercedes uniquement sur les 3 lignes droites, sur un seul tour en tout cas vis-à-vis des flèches noires, désormais il faut les appeler comme ça. Un Vettel déjà dans la sauce, première élimination en Q2 pour Vettel depuis 2015, hors pépin mécanique bien sûr. Une course effrayante d'Ixit, Nico Rosberg et du fait notamment de l'erreur du pilote allemand. Et surtout, la course parfaite de Charles Leclerc qui ne pouvait pas espérer mieux qu'un top 6. Regardez, il racontait son week-end, Charles Leclerc, à travers cette déclaration. Charles Leclerc qui nous disait « Vendredi, je n'ai pas bien piloté, je n'étais pas satisfait par la voiture. Samedi, j'étais un peu plus satisfait de la voiture et de mon pilotage. Dimanche, j'ai sans doute disputé l'une de mes meilleures courses depuis que je suis en F1 et nous avons eu de la chance. » Charles Leclerc, le pilote en fond d'écran, bien sûr, sur le GSM de Brice. Et quand on dit GSM, on embrasse toute la communauté belge qui nous suit. Qui veut prendre la main sur Je prends la main sur Leclerc? encore, moi j'aime bien prendre la main. Charles Leclerc, un talent exceptionnel. Quand tu vois un Vettel 4 fois champion du monde qui fait un tête à queue et qui finit hors des points, enfin non, du coup il finit P10 je crois, mais qui est complètement à la masse. Non mais il est complètement à la masse sur toute l'entièreté du week-end. C'est ça en fait qui fait peur. C'est ça aussi qui fait que Bottas va re-signer chez Mercedes, même si on ne sait pas s'il y avait un doute dans la tête de Toto Wolff, etc. et qu'il pouvait toujours considérer Vettel. Là, clairement, avec la performance qu'il vient de faire en Autriche, je veux pas l'enterrer, mais malheureusement, là, c'est mal parti. Juste pour revenir sur Charles Leclerc, la course est parfaite de A à Z. L'intelligence de course, la manière de faire les dépassements au moment clutch, encore une fois, quand il faut les faire au bon moment, etc. Il a mis le K2 on, comme on dit, pour pouvoir avoir un peu plus de vitesse de pointe. On se faisait la remarque avec Brice, parce qu'on a regardé le Grand Prix ensemble. À un moment donné, il dépassait pas les 300 km/h, le Charles Leclerc. Et du coup, sur la fin de course, on met un peu plus de puissance, machin. Honnêtement, la course a été gérée de manière parfaite par Charles Leclerc. 25 km/h de différence entre le top speed qui était Daniil Kvyat en milieu de course à 326 km/h et Charles Leclerc à 301. Je crois que les Ferrari avaient la dernière vitesse de pointe, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'en plus ils ont accentué un concept aéro qui était encore plus violent que Haas et Alfa Romeo. Du coup, ils avaient une vitesse de pointe qui était encore inférieure. Le problème majeur de Ferrari qui va arriver quand même, c'est que sur la seconde globale qu'ils ont de retard par rapport à Mercedes, 7 dixièmes viennent du moteur et que les moteurs sont gelés. Qu'est-ce que tu vas faire pour combler ça? Sur 2 ans, là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, les évolutions vont pas arriver en Hongrie, elles vont arriver en Styrie, justement. Au prochain Grand Prix, Ferrari a annoncé hier que ça va pas. Hier soir, je crois à 23h, si je dis pas de bêtises. Du coup, ils vont ramener des évolutions majeures, déjà, pour la monoplace. Ils vont encore avoir la chance que, normalement, ils risquent de faire mauvais. Donc, peut-être que ça va un petit peu gommer ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est absolument catastrophique ce qui se passe pour Ferrari actuellement. La SF1000, c'est pas qu'elle est mal née, c'est qu'il n'y a rien qui va. Quand on voit un on-board de Vettel, il n'y a rien qui va. Tu parles des évolutions majeures, mais en fait, c'est une voiture nouvelle qu'il faut ramener. Ah oui, clairement. Les évolutions vont clairement pas suffire. Et tu parles de l'on-board de Vettel. Je vous invite à voir, c'est sorti sur Twitter, la vidéo du 9e tour de Vettel. 9e tour de course. Sur les 3 premiers virages, c'est une catastrophe. Il perd le train arrière, tu as l'impression qu'il n'y a pas de traction. Il est instable au freinage. Je veux bien qu'on tire sur Vettel. Effectivement, sa tentative sur Carlos Sainz, elle est peut-être pas très intelligente à ce moment-là. Un quadruple champion. Non, mais évidemment, ça c'est une erreur d'appréciation. Avec une voiture qui tient la route, avec une voiture qui tient la route, peut-être. Mais avec une voiture qui tient la route, mais il arrive de trop loin. J'ai pas vu de Charles Leclerc parce que sa voiture elle est inconduisible. Les gars, en même temps, pour le style de pilotage de Sébastien Vettel. Il y a quand même une chose peut-être d'un peu rassurant, je ne sais pas les amis. Moi, ce qui était très étonnant, c'est que lors des EL2, on avait l'impression que sur le rythme de course, cette Ferrari, elle pouvait pousser quand même. Elle est mieux en rythme de course. De toute façon, à Barcelone, il avait été estimé qu'ils étaient 7 dixièmes derrière Mercedes en qualif et 3 dixièmes derrière Mercedes en course. Bon, c'est quand même plus que ça. Néanmoins, la Ferrari est meilleure sur le rythme de course, ça c'est sûr, c'est un peu rassurant. Mais bon, quand tu vois un circuit avec une ligne droite, que la McLaren, elle sera plus rapide, la Renault, elle sera plus rapide, la Racing Point, elle sera plus rapide. La place d'une Ferrari, tu regardes Leclerc à chaque restart, c'était un combat. Heureusement que les lignes droites sont pas plus longues en Autriche. Tu mets ça en Chine, Leclerc il perd 4 places sur le premier tour à chaque restart. Il perd 4 places sur la ligne droite, oui. Ouais, c'est une voiture qui sous-vire à l'entrée de virage, qui survire en sortie, qui n'a pas de moteur.
quelles sont les qualités de cette voiture, c'est pilote, c'est tout. Moi, je reviens juste rapidement sur Vettel parce que l'erreur d'appréciation, c'est pas un problème de voiture ou de pilote, c'est un problème de Vettel parce que il voit que c'est Sainz, je crois, qui tente et qui va décroiser l'autre pilote qu'il a en face de lui. Vettel veut tenter l'intérieur. C'est une erreur Non, mais d'appréciation évidemment, mais monumentale. je te rejoins en course. sur le C'est fait une- que c'est une Vettel erreur est d'appréciation, mec. fautif sur ce point, il n'y a pas de problème. Non, mais bien tout sûr. ce que je te dis, c'est que si à chaque virage, il Avec doit se battre, l'expérience qu'il a. si Vettel à chaque virage pendant sont repartis. 71 tours, il doit se battre pour maintenir sa Non, mais Ferrari. il y a en piste, maintenir c'est sa problématique. Ferrari, il y a maintenir sa Ferrari et tenter un intérieur en se disant oh là là, je vais peut-être essayer de. Ah, je suis Ce que désolé. dit Hamza, non, c'est attends. qu'il n'est pas en confiance avec la voiture. Non, mais donc bien sûr, il est il pas en tente- confiance avec il tente la quelque voiture. chose Mais de pourquoi fou, il vient quoi. se pointer à l'intérieur dans ce cas, qui reste derrière et qui comprenne que devant, tu vois, il va recroiser et que faut essayer de faire une sortie similaire à Carlos Sainz. C'est peut-être la différence aujourd'hui entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel, c'est que t'as un Charles Leclerc qui va accepter un petit peu ce statut de la voiture elle est ratée et qui va aller chercher les points patiemment sans faire du grandiose, alors que Vettel, la frustration l'a mené à commettre des erreurs. Mais la Ferrari, de toute façon, elle est pour Mais- Leclerc, pas pour Vettel. Ah, mais Le ça, on style est de d'accord. pilotage des deux pilotes est Mais complètement moi, différent. je suis en compassion oui, totale avec Vettel. Oui, mais gros, aucune c'est- Ferrari mais n'a il faut été le dire. pour Vettel Ah non, depuis mais le je début. le dis. Aucune Mais Ferrari l'erreur n'a été d'appréciation est réussie pour Vettel. monumentale. Pour un quadruple champion du monde, c'est scandaleux. On attendra de voir ce qui va se passer bien sûr du côté du Grand Prix de Styrie ce week-end, bien évidemment toujours sur le circuit de Spielberg. Le troisième enseignement, parlons d'une grande première, celle pour un pilote plutôt sympathique, on peut le dire, qui vous a, j'imagine, donné le sourire à tous. C'est le premier podium de Lando Norris, le premier podium en Grand Prix, le troisième plus jeune pilote à monter sur un podium, meilleur qualif en carrière, grâce aussi à la sanction infligée à Lewis Hamilton. Le premier meilleur tour aussi en course en carrière, il a fait un dernier tour absolument fantastique. On l'a vu et également dans une belle résistance face à Carlos Sainz Jr., même s'il a fait quelques erreurs de pilotage à ce moment-là. Mais surtout, ce qu'on retient de ce week-end, c'est que la MCL 35 est une bonne surprise. Il y avait eu de gros doutes cet hiver, notamment après les essais, où on était plutôt pessimiste de l'avis des ingénieurs, de l'avis des pilotes. Il y a eu de gros doutes sur la situation financière aussi également de cette écurie. Et puis finalement, on a l'impression que ces McLaren, elles sont au niveau des Racing Point. Est-ce que j'ai une petite déclaration? Je crois que non. Non, si, je crois qu'on a une petite déclaration. On va la regarder. On se chauffe, on est toujours un petit peu diesel, c'est le premier Grand Prix de la saison. Je crois pas qu'il y ait de déclaration. Bon, il n'y a pas de déclaration, les amis, c'est pas grave. Je veux votre avis sur McLaren. McLaren, bonne surprise, très très bonne surprise. Quand on les a vus à Barcelone avec Brice et Hamza et Hydro, honnêtement, j'étais très sceptique et pessimiste parce que, en fait, on les voyait pas spécialement rouler vite, mais pas non plus super lentement. Donc, on se disait, mais où est-ce qu'elles sont ces McLaren? Est-ce qu'elles cachent leur jeu? Est-ce que, honnêtement, j'en sais rien. Et là. Les deux McLaren, alors c'est pas juste une performance d'un des pilotes, etc. C'est vraiment les deux. Donc les deux sont extrêmement fortes, Sur extrêmement l'ensemble du rapides. week-end. Sur l'ensemble du week-end, oui, non, tout à fait. C'est pas que sur la course, là, c'est l'ensemble du week-end. Parfait. Et honnêtement, toujours. Parce que c'est un nouveau pilote, parce que c'est un jeune pilote, parce que peut-être il stream sur Twitch, etc. Mais même si on peut ne pas apprécier Lando Norris, honnêtement, moi j'ai eu, alors peut-être pas les larmes aux yeux en revoyant notamment la radio et en on-board, tu vois, mais t'as quand même une émotion qui se dégage de ça et je suis très heureux pour lui pour le coup, même si on tombera jamais d'accord sur l'incident Pagenaud Norris à Indianapolis. Il faut quand même noter que McLaren est dans une reconstruction ultra saine en fait depuis le départ de Fernando Alonso. Alors certainement qu'Alonso a joué aussi pour la reconstruction, notamment avoir les erreurs qu'il ne fallait pas de nouveau commettre, et puis aussi, lui a certainement apporté son expérience. Mais chaque saison, quand même, depuis 3 ans, c'est mieux. Et quand tu sais qu'en 2022, 2021, un certain moteur Mercedes arrive, le châssis a l'air quand même très bien né. S'il continue comme ça, franchement, c'est peut-être Ricciardo qui a fait le très bon choix en allant chez McLaren la saison prochaine. Il va pas être facile à faire rentrer dans le châssis, Ça. ce moteur Mercedes aussi. Oui, ça va être compliqué, effectivement. Je tiens à dire aussi que Lando Norris est le premier pilote britannique à devancer Lewis Hamilton depuis 6 ans et demi. N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Voilà. parce Ah, que le ce quiz. sera peut-être une question qui va tomber tout à l'heure au quiz. Je peux eu ton avis, Hamza, sur Lando Norris, ça t'inspire rien? Non, mais en fait, on a tout dit. Effectivement, McLaren, c'était l'inconnu pour moi. Et les voir aussi rapides, aussi bien en course qu'en qualification, c'était déjà une première bonne surprise. De voir ensuite, on en parlera tout à l'heure avec Racing Points, mais de voir finalement que les deux pilotes répondent présents et vont profiter des défaillances devant. Ça permet à Norris de monter sur le podium, à Carlos Sainz d'être finalement très proche du podium. Le dépassement de Norris en fin de course sur Sergio Pérez, autoritaire, il l'a fait. Agressif. Je pense que le week-end et des pilotes et de l'écurie
globalement, il est même très positif. Bien aidé par un très bon moteur Renault. On aura l'occasion d'y revenir, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Le quatrième enseignement, c'est quasiment celui que je préfère, c'est le top flop des pistonnés. On va regarder les sujets justement sur lesquels vous voulez revenir et rebondir. Brice va nous parler des voitures pas encore prêtes avec ses 9 abandons dans le même Grand Prix. Hamza a un nouveau slogan, c'est As égale danger. Et Pierrot nous a ressorti le traditionnel Cocorico français, et bien évidemment pour parler de Gasly, d'Ocon, de Giuliano Alesi et de Monsieur Théo Pourchaire. On commence avec toi, Brice. Oui, entre les freins, c'est quand même un gros problème, les freins, les moteurs, les surchauffes, les électroniques, finalement, est-ce qu'il y a une voiture qui n'a pas eu un problème ce week-end? Peut-être la McLaren. En attendant, on voit quand même que la rouille a un petit peu atteint tout ce paddock et qu'ils ne sont pas habitués à avoir tous ces temps-là où on ne fait rien finalement, parce qu'on arrive sur un Grand Prix de milieu de saison, on arrive surtout sur un Grand Prix où on va avoir pas forcément beaucoup de courses derrière, et on voit que la fiabilité est totalement absente, et chez beaucoup de monde quand même. Quand on voit Mercedes termine la course, c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'on arrive à 11 voitures, ça aurait pu terminer à 9. L'état des boîtes de vitesse, on n'a pas les yeux dedans, mais franchement, les boîtes, à mon avis, elles sont mortes. Donc, effectivement... C'était un problème Mercedes ou c'était un problème de circuit? C'est la question qu'on s'est posée pendant le conducteur, pendant la conférence de rédaction. Moi, je pense vraiment que c'est un problème Mercedes, parce que déjà, aux essais hivernaux, ils ont eu un nombre de casse moteurs phénoménal. Après, c'est pas forcément que la boîte, justement. Mais Lance Stroll a également eu un problème. Chez Williams, ils ont eu des problèmes. Donc, je pense sincèrement que cette saison, même si on a beaucoup d'écarts de performance, peut être relancée par justement ce manque de fiabilité-là. Et finalement, peut-être c'est un aspect romantique de la chose, mais je me dis que est-ce que c'est pas plus mal d'avoir des voitures pas fiables? Est-ce qu'on ne revient pas à l'essence du sport automobile, d'avoir des voitures qui cherchent la performance pure et qui peuvent péter à tout moment? Franchement, c'est vraiment très sympa, et ça niquera en plus les pronostics de Pierrot, c'est parfait. Alors, ce verbe-là, on pourrait le changer, ça serait plus adapté, mais en effet, moi, c'est ce qui m'a régalé ce week-end, et ça va avoir quand même des conséquences pour une écurie comme Red Bull. On rappelle qu'il n'y a que 8 Grands Prix qui ont été pour le moment annoncés, même s'il devrait y en avoir un petit peu plus. Tu vas prendre la suite, mon cher Hamza, pour parler, toi, de problèmes notamment récurrents du côté de chez Haas, et là, je crois que pour toi, ça suffit, là, il faut arrêter. On peut, parce qu'on fait des émissions, on débat, on rit, il n'y a pas de problème. Moi, je peux pardonner, sincèrement, on peut tout pardonner. Je déteste dire cette phrase, mais c'est que du sport. Un manque de performance, un manque de développement, un manque de moyens, des erreurs de pilotes, des erreurs des ingénieurs au stand, ce que tu veux, c'est du sportif, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on met en danger la vie de ces pilotes, parce qu'à un moment, Haas, ça fait combien d'années qu'ils ont ces problèmes de frein? Honnêtement, ça fait combien de temps? Parce que je te vois hocher de la tête et... Non, mais depuis le début, c'est vrai. Réponds à ma question. Ça fait combien de temps? J'ai l'impression que tu roules à 300 km/h, tu te mets en danger. Bon, non, mais tu fous de moi. Non, Une voiture, t'es pilote, une voiture, tu ne sais pas si elle va freiner au prochain virage, toi, ça te pose pas de problème. À sa décharge, tout le monde a eu des problèmes de frein. Tout le monde a eu des problèmes de surchauffe. Non, mais alors d'accord, c'est pas dramatique. Non, mais c'est pas dramatique. Je dis pas qu'il faut ça. Je dis pas qu'il faut ça, mais bon. Le dépassement d'Esteban Ocon sur Magnussen, heureusement que Ocon il le tente à l'intérieur et pas à l'extérieur. Non, mais il se fait emmener d'ailleurs. Si tu regardes un petit peu, il se fait un petit peu emmener par le fait qu'il se dit qu'il va prendre l'extérieur. Moi, la question aujourd'hui que j'ai envie de me poser, alors naïvement, et je connais la réponse, on va pas se mentir, mais est-ce qu'on doit laisser Haas rouler en F1? Je pensais pas que tu allais oser la faire. En fait, c'est une vraie question qui pose Hamza. Moi, j'ai envie de vous relancer très rapidement. Quand vous voyez les problèmes de frein de Magnussen, quand vous savez tous les problèmes de frein qu'a eu Romain Grosjean sur les 2 dernières années, et notamment pendant les essais, et que vous le voyez continuer à rouler sur ce circuit, est-ce que vous ne dites pas c'est du grand n'importe quoi? Ce qui est du grand n'importe quoi, c'est certainement de laisser une équipe comme Haas ne pas connaître à ce point-là sa voiture. Parce qu'en fait, ils vont laisser partir leur voiture en pensant que tout va bien. Et je suis sûr que le premier ingénieur de chez Brembo qui va aller voir la voiture, il va leur dire non, ça va le faire. Donc, je pense qu'il y a un réel problème de compétence dans cette écurie, parce qu'ils sont sans arrêt en train de se fournir chez quelqu'un, et finalement, qui connaît parfaitement la voiture? J'ai l'impression que personne. Et puis la réaction de Romain Grosjean en fin de course, moi honnêtement, parfois Grosjean il peut agacer sur ses réactions, mais là, il te dit clairement, ok, on a eu des problèmes de frein, mais bon, ça change pas des essais libres 1. C'est-à-dire que t'es pilote, tu rentres dans ta monoplace. Je pense que la priorité pour un pilote de F1, c'est de savoir que ta voiture elle va répondre correctement. Alors, on parlait tout à l'heure des problèmes de sous-virage, de survirage, de ce que tu veux de Sébastien Vettel. Mais c'est pas dramatique, c'est pas grave. Si tu spins, c'est pas grave. Si tu ne freines plus, c'est grave. Oui, c'est vrai. Parlons des Français. Tu as évoqué Romain Grosjean, qu'on voit passer là juste derrière moi.
Les Français, Les je crois Français. qu'ils t'ont régalé ce week-end, Pierrot. Tous, bon, sauf Romain qui a eu un chat noir, puisque effectivement en essai libre 1, il a fait un tour et puis la pédale s'est enfoncée, donc il est rentré au stand, il a pas fait les essais libres 1. C'est grave quand même. C'est quand même. Non, c'est mais quand Pierrot, même- il dit que c'est pas grave. Non, mais c'est sur lui que ça tombe, c'est ça le plus dommage. Ah oui, il est chez As. Pardonne-le. Oui, mais bon, bref. Le jour où il ça serait va, arrivé, ça va, il a ça va. Est-ce qu'il a choisi d'aller ailleurs aussi Non, mais voilà. Donc effectivement, dommage pour Romain Grosjean et aussi Léas. De toute façon, on voit, il faisait du lift and coast, donc il relâchait l'accélérateur 400 mètres par à tour. 400 mètres par tour, ce qui est Ouais, énorme. c'est ridicule. Généralement, on lâche aux 200, 250 mètres. Là, c'est 400 mètres, donc et puis les freins lâchent. Bon, donc malheureusement, DNF pour Romain Grosjean. Derrière, effectivement, très belle performance de Pierre Gasly et de Esteban Ocon. Esteban Ocon qui était un peu moins dans le rythme pour ce premier Grand Prix. C'est normal, ça fait 1 an et demi qu'il attendait ça. Faut reprendre aussi la mesure d'un week-end de Grand Prix parce que c'est pas facile. À 6 dixièmes quand même de Ricardo en qualif, donc bon, j'étais un petit peu déçu, mais lui aussi a dit c'est pas la qualif que je voulais, etc. Donc il y a pas de souci. Voilà, il va monter en régime, il y a pas de problème là-dessus. En course, il a fait le job, il a fait les dépassements là où il fallait les faire, il a ramené la voiture à la maison sans problème mécanique ni rien, donc bravo, P8 je crois. Et Pierre Gasly, week-end solide de A à Z, c'était vraiment très très beau. Pareil, les Alpha Tauri, c'est un petit peu comme pour les McLaren, je savais pas vraiment où est-ce qu'on allait les placer. J'avais peur que justement elles soient un petit peu moins bien par rapport aux autres. Donc non, honnêtement, Pierre Gasly, très très bon premier Grand Prix, P7. Il a su jouer des abandons qu'il y a eu, des safety cars, etc. Les bons dépassements au bon moment. Donc bravo aux 3 Français en Formule 1. Puis alors pour la Formule 2 et la Formule 3, puisque tu vas me poser la question. Bah oui, je me préparais là. Giuliano Alesi nous a surpris déjà en qualification puisque il a arraché un aileron avant en faisant un freinage loupé au premier virage. Ça nous a un peu tous surpris. On se dit bon, dommage. Une nouvelle route vendue de la F40 d'Alesi Ouais, pour payer les ronds. Mais alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, il fait le 18e temps, je crois, sur les qualifs, et mine de rien, ça l'oblige à prendre une stratégie décalée, de prendre d'abord les pneus durs pour ensuite mettre les softs, et ça a très bien marché puisqu'il y a eu quelques safety cars, il a su en jouer, et derrière, il avait les softs pour bien finir la course. P6 à la première course, donc bravo Giuliano pour ça. Malheureusement, on n'aura pas pu voir comment il allait défendre cette position pour la course 2, puisque dès la fin du premier tour, fin du moteur, le moteur en flamme chez Giuliano. Donc on attendra de voir ce que ça va donner sur le prochain Grand Prix pour Alesi, parce que il y a peut-être quelque chose à confirmer finalement de la part d'Alesi. Et puis pour Pourchaire, premier bon week-end dans l'ensemble, même s'il s'est loupé en qualification, qu'il n'a pas fait le tour qu'il voulait. Derrière, il a montré un bon rythme de course, il est remonté de la P20 à la P13, et puis derrière, malheureusement, il s'est accroché avec Peroni qui a cassé son moteur juste devant lui, donc il a arraché l'aileron avant. Mais dans l'ensemble, Théo a fait aussi un très très bon week-end de Formule 3, puisque il est rookie en Formule 3 cette année. Et on suivra bien sûr toute la saison de nos Français, on vous donnera des nouvelles. Dans quelques instants, on va débattre de cette Mercedes Rose. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis déjà quelques mois, et ce potentiel top 3 qui pourrait se profiler donc pour Racing Point, j'allais dire Force India, je suis un peu à l'ancienne, sur cette saison 2020. On ouvrira la possibilité d'un retour aussi aux écuries clientes. Mais avant cela, on retrouve tout de suite Alexandre Caldi pour le décryptage. Le décryptage, et on a dépoussiéré un petit peu cette rubrique avec un intervenant désormais permanent, l'homme à la chemise en jean, ou aux chemises en jean, bien sûr, monsieur Alex Caldi qui nous a rejoint. Salut Alex. Salut Manu, salut à tous. Très heureux de revenir dans les pistonnets, toujours avec une chemise bleue, bien sûr. Faut pas détériorer la tradition. Exactement. Allez, on va parler tout de suite d'un fait qui a eu lieu lors du dernier Grand Prix d'Autriche. Hamilton-Albon, saison 2, épisode 1. 231 jours après cet accrochage au Grand Prix du Brésil 2019, l'histoire s'est à nouveau répétée entre les deux hommes, Alex. Ouais, c'est sûr. Spielberg en Autriche, un nouveau scénario pour un film qui débute au 51e tour de cette course d'ouverture de cette saison 2020. Nouvelle safety car après l'immobilisation de la Williams de George Russell. On va voir avec ce tableau, pour bien remettre dans le contexte, les Mercedes devant avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Celle du Britannique a des problèmes mécaniques, des problèmes de capteur sur la boîte de vitesse. Énorme inquiétude du coup du côté des flèches d'argent, et c'est bien tombé dans les oreilles de qui ? De Red Bull, tout simplement. Alexander Albon 4e. Derrière, Sergio Perez s'arrête et prend les gommes tendres. Les softs, ni les Mercedes ni Perez avec cette Racing Point passe au stand. On va regarder après ce qui se passe. Albon sur Perez relance au 54e tour. Albon prend le meilleur justement sur le Mexicain Aremus, le 3e virage de ce tracé. Juste avant une nouvelle safety car. Qu'est-ce qui se passe ? Raikkonen perd sa roue au moment du drapeau vert. On s'en souvient justement avec
Kimi Räikkönen et on a vu la roue partir sur Sébastien Vettel. Albon, parfait, situation parfaite pour remporter cette course. Pneus plus frais et plus tendre, voiture sans aucun problème, tandis que Mercedes est en souffrance. On repart à 11e tour, à 11 tours du terme, pardonnez-moi. Albon, toujours 3e, se rapproche aisément de la Mercedes à Remus et se place à l'extérieur. Meilleure réaccélération justement pour la flèche d'argent à la sortie, mais le Thaïlandais de 24 ans prend l'aspiration de Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde. Moment parfait pour Albon, justement, il passe à l'attaque à Schlogold, le 4e virage de ce Grand Prix, et se met une nouvelle fois à l'extérieur. Move parfait, regardez bien, il ouvre bien sa trajectoire, un virage propice au dépassement sur une trajectoire extérieure, courbe en descente, il est sûr d'avoir plus de vitesse à la sortie, il ouvre bien sa trajectoire, encore une fois il reste bien sur sa ligne, le move est parfait de son côté, rien à dire, il fait les choses bien à ce moment-là avec des pneus, on le rappelle, plus tendres et plus frais. On va en caméra embarquée avec Lewis Hamilton. Lui, il voit de son côté gauche la Red Bull d'Alexander Albon. Et devant lui, à la moitié du virage. Et c'est là où ça commence à se compliquer. Il voit et il sent que de toute façon, à la sortie, Alexander Albon sera beaucoup plus rapide. Fin du virage, on amorce la réaccélération. Mais en pneus durs et usés, le Britannique ne peut rien faire. Après, justement, un coup de sous-virage inévitable à ce moment-là de la course. Manque de place pour Albon, qui voit Lewis Hamilton lui arriver dessus alors qu'il est à la limite de la piste et qu'il est surtout beaucoup plus rapide. La voiture, regardez, elle est complètement, quasiment passée, contrairement à Lewis Hamilton qui est quand même bien en retrait, on le rappelle avec des pneus plus durs et plus usés. La Mercedes tape l'arrière droit de la Red Bull et là, c'est le drame. Albon dans les graviers, la course est terminée pour le Thaïlandais qui abandonnera quelques tours plus tard. Lewis Hamilton, lui, prendra 5 secondes de pénalité. On va prendre un peu plus de recul sur cette action en allant un peu plus loin avec justement Sergio Pérez qui était en bataille justement avec Lando Norris à ce moment-là. On peut prendre 2 informations. Regardez où est Albon au moment du contact. La voiture est quasiment passée. C'est flagrant justement sur Sergio Pérez dans cette caméra embarquée. Regardez aussi la défense de Pérez sur l'attaque de Lando Norris en comparaison avec celle de Lewis Hamilton sur celle d'Alexander Albon. Lewis Hamilton, eh bien, au même moment, on va dire au moment des 2 attaques, parce que Lando Norris, on ne le voit pas, mais il est en train d'attaquer Sergio Pérez. Sergio Pérez, lui, il est complètement sur le vibreur. Lewis Hamilton ne le touche pas à un moment donné de sa défense. C'est quand même assez flagrant. Peut-être, on peut le dire dès à présent, que Lewis Hamilton est un petit peu en faute sur cette action. Alors, on va s'intéresser, Alex, aux déclarations post-course, des déclarations forcément un peu cinglantes. Ouais, cinglantes, obligatoire, surtout à chaud. Du côté de Red Bull, on affiche un 0 pointé au niveau des points, parce qu'Albon aussi, Verstappen a abandonné en début de course, on le rappelle, mais surtout Albon pouvait remporter sa première course dans sa carrière en Formule 1. J'avais confiance, la voiture était bien, c'est Alexander Albon qui parle. Il y a toujours un risque à l'extérieur, mais je lui ai donné autant de place que possible. J'étais sur un fil, ça dépendait de lui de savoir si on le voulait qu'on s'accroche ou non. Ça rappelle bien sûr le Brésil, c'était plus du 50-50, mais là j'ai senti que j'étais passé et je me concentrais déjà sur Bottas. Ça m'a surpris car ça s'est produit à la fin de la manœuvre. Christian Horner, le team manager justement de Red Bull, en a encore mis une couche. Le dépassement était fait, ce n'était pas comme s'il s'était accroché en entrée de virage ou quoi que ce soit. Quel dépassement, et sur la fin, je doute que Lewis allait le laisser passer comme ça. Alex ne méritait surtout pas ça. Hamilton préfère tempéré et préfère s'excuser, mais aussi surtout, il reste surpris de ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que nous nous sommes rentrés dedans à nouveau. Ça m'a semblé être un incident de course, mais je m'excuse auprès de lui. Ce n'était pas intentionnel. Hamilton, fautif ou non, ça paraît plus comme du 75-25% du côté du Britannique, dans le sens où il savait qu'il avait des pneumatiques usés, plus durs que Alexander Albon, qui avait des pneus plus tendres et surtout beaucoup plus frais. Il sait qu'il est moins rapide et que le sous-virage est fort probable à ce moment de la course. On le sait, un grand sage de la Formule 1 disait « All the time you have to leave a space ». À ce moment-là de la course, l'espace, il n'y en avait pas. Merci beaucoup, Alex, pour ce superbe décryptage et cette superbe citation qui forcément me plaît beaucoup. « All the time you have to leave the space ». Voilà, c'était juste pour essayer une petite imitation. Merci, Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Yes, au et plaisir. peut-être même pour le quiz juste avant. Allez, on passe tout de suite au grand débat. Je vous en parlais tout à l'heure. Le débat et une équipe qui a fait couler beaucoup d'encre, on peut le dire, pendant cette trêve hivernale et surtout depuis les essais de Barcelone, c'est Racing Point. La question qu'on vous pose aujourd'hui, peut-elle s'installer comme la troisième force du plateau? Regardez plutôt ce tableau pour introduire le sujet. Cette Racing Point, une Mercedes rose réussie, une voiture qui est passée de Q1 à Q3 en un seul hiver, un rythme excellent sur les longs runs, mais une question, pourront-ils la faire évoluer à défaut de l'avoir dessinée? Et puis surtout,
surtout le grand paradoxe, c'est-à-dire une Mercedes Rose réussie, mais un week-end décevant, des problèmes de fiabilité notamment pour Lance Stroll, des erreurs de stratégie pour Sergio Pérez et pour Lance Stroll aussi également du côté de la qualification, un unsafe release au stand qui a privé le Mexicain d'un podium et surtout des erreurs de pilotage pour les deux garçons. Regardez aussi également ces deux citations et après je vous laisserai la main. Ça nous vient de chez McLaren. Andreas Seidel, la main de fer dans un gant de velours, l'homme qui a toujours un sourire pendu aux lèvres. On avait des doutes en début de week-end sur nos performances sur les longs relais. Finalement, on est au niveau des Racing Point avec tout le travail de développement de James Kay. Nul doute qu'on repassera devant. Et regardez ce que disait également Lando Norris. Les Racing Point ont été extrêmement rapides. Nous n'aurions jamais imaginé que nous aurions une chance de les battre ou de nous en approcher, bien évidemment. Alors, messieurs, la question elle est très simple. Est-ce que Racing Point peut être la troisième force de ce plateau F1 en mode 2020 ? La voiture, oui, absolument. La voiture est bien née, même si on pense qu'elle est née il y a un an. Chez Mercedes, mais la voiture est très bien née et elle a toute la capacité pour être la troisième force. Elle a un package aéro et moteur qui est juste très très bon. Le problème, c'est bien la perception qu'en ont les autres et une bonne perception. Andreas Seidel a tout résumé, c'est que McLaren, par exemple, a bien plus de capacité, on va dire, intellectuelle chez ses ingénieurs, a bien plus d'expérience de la course au haut niveau pour être devant. Et c'est bien ça le problème, c'est que la voiture, oui, l'écurie, je ne pense pas. Exactement, c'est le manque d'expérience en fait. On a l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'ai, je suis pas sûr que Racing Point soit capable de gérer les ambitions qui seront forcément grandissantes, les attentes, peut-être même la pression pour aller chercher une troisième place face à Ferrari qui évidemment est une institution, face à McLaren qui évidemment est une institution, même si ces dernières années c'était plus compliqué. Et ce manque d'expérience, déjà, il a déjà coûté cher en Autriche, parce que tu parlais tout à l'heure de la pénalité de Pérez, mais Pérez, il n'est pas pénalisé pour le unsafe release, il est pénalisé pour un excès de vitesse dans les stands en fin de course. Donc c'est un manque d'expérience à tous les niveaux finalement, et pour les pilotes, les ingénieurs, pour tout le monde, et ça pourrait être problématique pour l'ensemble de la saison, même si elle peut être plus courte. Plusieurs choses. Effectivement, il y a un manque d'expérience en termes de stratégie, en termes d'expérience humaine, on va dire, pour l'écurie. Parce que quand on se retrouve avec des Q1 de Lance Stroll et parfois des Q2 de Pérez, voire une fois de temps en temps, je crois, Pérez en Q3 l'année dernière, et qu'on se retrouve à mettre les deux voitures en Q3 et qu'on doit se battre vraisemblablement pour un podium. Alors, Pérez, il a déjà fait des podiums avec Force India anciennement, même avec Racing Point, je crois. Mais il a fait Bakou, il a fait, c'était en 2014, il avait fait Bahreïn. Enfin bref, Pérez, il sait faire un podium. Maintenant, la stratégie a été complètement loupée du côté de Racing Point. C'est un petit peu dommage parce qu'ils avaient de l'or en barre, comme on dit. Mais là, pour le coup, ouais, ils sont un peu gourés. La vraie question, est-ce qu'ils ont acheté la Mercedes, mais est-ce qu'ils ont acheté les upgrades qui vont avec ? Là, c'est une autre réponse, honnêtement. Mais derrière, comme l'a dit Andreas Seidel, c'est que McLaren va savoir développer un concept. Là où on peut avoir un peu plus de doutes sur Racing Point, mais pour l'instant, la saison, elle est courte. Donc c'est le moment de briller, et là déjà louper ce premier week-end, c'est vraiment dommage parce qu'il y a un manque de points à gagner qui est énorme pour Racing Point. Normalement ça devrait être la troisième force du plateau à la régulière sur les quelques premiers Grands Prix, et après ça va un petit peu se calmer, un peu comme As finalement sur les premières courses des saisons. Que Ferrari et McLaren ont pris bien plus de points du coup que Racing Point, et que derrière Renault et AlphaTauri ne sont pas si loin sur ce week-end. Moi ce qui m'inquiète, c'est finalement aussi la faiblesse, avec tout le respect que j'ai pour eux, du line-up. Stroll et Pérez, est-ce que en fait, prendre les points au moment, comme ce week-end, au moment où tu as Verstappen qui abandonne, au moment où tu as Albon qui abandonne, au moment où tu as Lewis Hamilton qui est pénalisé, c'est à ce moment-là qu'il faut répondre présent, c'est à ce moment-là qu'il faut aller taper des podiums. Ouais, mais c'est pas un problème de line-up parce que du coup, Stroll a abandonné sur problème mécanique assez tôt dans la course, on va dire, entre guillemets, et Pérez, Stroll, il est victime d'un coup. Alors, derrière, Pérez est victime d'une erreur stratégique. Repartir avec les médiums au lieu des hards, c'était une bonne idée. Mais derrière, en fait, ils l'ont pas repeaté quand il y a eu une safety car, et c'est là où il s'est fait déposer par Albon et tout le reste qui était en soft. Et puis les deux dépassements qu'il subit, il se prend. Bah ouais, mais parce qu'il est avec les médiums usés et il peut rien faire. Non, mais il a même pas. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a même pas défendu en fait, notamment sur Norris, parce que loin, hein. Leclerc arrive de loin. Tu te prends ça une première fois, et puis au tour suivant ou deux tours après, tu prends la même chose par Norris. Mais parce que, encore une fois, je pense, là aussi, c'est peut-être des erreurs d'appréciation de Pérez. Je suis assez d'accord là-dessus. Parce que Leclerc, il arrive de loin, il lâche un énorme frein pour pouvoir aller chercher Pérez. En même temps, il n'arrive pas vite avec son moteur. Il fallait sentir venir Leclerc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il prend ça, voilà. 2 tours plus tard,
serre un peu l'intérieur. C'est pour ça que Pérez referme beaucoup la porte sur Norris, il y a vraisemblablement contact. Mais effectivement, Pérez a été peut-être un petit peu trop, a eu cette intelligence de course peut-être que Vettel n'a pas eu entre guillemets, puisque effectivement il sait que ça sert à rien d'essayer de défendre maintenant, parce que s'il défend trop d'un coup, derrière il se fait dépasser par 2 ou 3 autres voitures en plus de celles qui va le dépasser. Donc je suis pas sûr que l'erreur soit au niveau du line-up et que le line-up soit un peu en difficulté. Je pense qu'il va falloir juste que l'écurie comprenne que maintenant on est en train de jouer des gros points, qu'il va falloir saisir toutes les opportunités et que les pilotes, faut qu'ils soient aussi Mais les au opportunités, niveau. ça va aussi dépendre des pilotes. Quand tu as Ricciardo et Ocon chez Renault, moi personnellement, je me dis que si un jour il y a des pépins en haut, Ricciardo et Ocon, ils pourront répondre présent. Et que Pérez et Stroll, je n'ai pas cette certitude. Que ce soit l'écurie ou le line-up, le problème est le même, c'est un problème d'expérience du haut de la grille. C'est-à-dire que Pérez, pas trop, je trouve. Pérez, il a fait un an chez Stroll, je veux McLaren. bien, mais Non mais Pérez, finalement, c'est la première année. Sauber 2012. Non, mais C'est pas une expérience du haut de la oui, mais grille, il a- c'est des opportunités. Exactement. Ouais, C'est Pérez, c'est la première fois où il se retrouve avec une voiture Oui, potentiellement. qui peut jouer tout le long, le haut de la grille. Moi, je suis désolé, moi, les 5 secondes, pour moi, c'est inacceptable. Prendre 5 secondes. Oui, Tu sais c'est que vrai. déjà. Ah non, mais l'écurie il y a eu établit ça, c'est inacceptable. Le NCF release, déjà, tu sais. Non, Même c'est lui, si t'es c'est pilote, Pérez, tu sais. non, mais Pérez, normalement, Pérez, il n'est pas c'était- fautif de l'NCF release. Il le sait que ça peut ne pas passer. Finalement, ça passe. Il n'y a même pas d'enquête. D'accord. Et quand tu te prends les 5 secondes, parce que enfin, vitesse excessive au stand. Et c'était pas le seul d'ailleurs, je crois, sur ce Grand Prix. Mais Mais moi, je parle de Pérez, ouais. je parle pas des autres. après, Quelle agressivité. non mais encore une fois, premier Grand Prix de l'année. Voilà, on a pardonné plein de choses à Esteban Ocon, on va pardonner plein de choses à d'autres pilotes. Là, effectivement, faut leur pardonner des choses. Maintenant, Mais il faut prendre les points. faut prendre les points. On est d'accord. Surtout si. Et tu les prends maintenant, tu les prends pas Surtout dans si six on mois. a 8 courses. Hein. Parce Et que- c'est intéressant ce que tu dis. Si admettons on avait pu commencer cette saison au Grand Prix d'Australie, parce que là quelque part les concurrents sont tous arrivés aussi avec des updates, avec des mises à jour. Renault a fait un gros travail d'évolution. Ah ouais. McLaren c'est également la même chose. Est-ce qu'ils sont pas un peu défavorisés Racing Point du fait de ce début tardif, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont beaucoup Évidemment. fait évoluer cette voiture. Évidemment, si tu débutes la saison au mois de mars, le début de saison jusqu'au mois de mai, jusqu'aux premières évolutions qui arrivent parfois en Jusqu'en Espagne, Autriche presque. ça, tu vois, ça aurait pu être complètement différent. Pour Racing Point. La différence d'impression, déjà, elle est claire, c'est qu'en Autriche, alors ils font sensation pendant les essais, mais au final, en course, ils convertissent pas. Et à la fin, ce qu'on regarde, c'est quand même le nombre de points que tu mets pour le classement général. À Barcelone, il y a eu un effet de surprise, quand même, qui était assez violent. Et sur les premières courses, on s'attendait vraiment à ce que Racing Point prenne de l'avance par rapport à McLaren, à Renault, même à Haas. On s'attendait encore à ce que Haas soit dans le milieu de tableau. On s'attendait vraiment à ce que Racing Point fasse la différence dans ce début de course-là, parce qu'on savait que globalement les évolutions n'allaient pas être aussi importantes que chez les écuries constructeurs, ou en tout cas historiques comme McLaren et Renault. Là, c'est vrai que je trouve qu'ils ont un peu raté le coche en se disant peut-être au mois de février que la voiture était bien née, que dans tous les cas ça allait bien marcher. Ça marche bien, mais ils ne sont pas autant en avance. La marge de progression, elle est trop fine par rapport au reste, et Oui. c'est ça qui va leur coûter cher sur la fin de saison. Et je sur pense. un premier GP, quand tu cumules autant d'erreurs qu'ils ont cumulées comme, en Autriche, c'est problématique. C'est comme quand Brown est champion au final. sûr. Début de saison colossal, et c'est ce qui Jusqu'à la permet, moitié de Mais saison, et Red après, Bull est meilleur en c'est seconde partie de saison à ce moment-là. Oui, Bien voilà. sûr. Ouais. Et ben, Parce que le développement. oui, voilà, Élimine. exactement. Il gagne 1 seconde 7 en perf pur. C'est énorme. Racing Point. 1 seconde 7 par rapport à l'année dernière. Voilà ce que c'est le passage d'une philosophie Red Bull à une copie chinoise d'une Mercedes championne du monde. Mercedes Qui, pour jouer justement cette lutte à la 3e place, on semble voir que Mercedes la meilleure voiture tout simplement. On semble espérer que Red Bull puisse essayer d'aller chercher la Mercedes s'ils sont un peu mis à l'abri de ces problèmes de fiabilité. On espère que Ferrari reviendra un petit peu en haut du tableau avec cette nouvelle voiture qui, pour jouer cette 3e place avec C'est Racing compliqué Point. parce que Tout dépend de Bull, l'évolution, ça peut hein. être beaucoup de gens en fait. Ouais. Ça peut effectivement être Red Bull, ça peut être McLaren, ça peut être Racing Point. En tout cas pour le début de saison, on verra sur la suite. Mais ça peut être beaucoup de gens. Ferrari Et Ferrari, j'ai oublié, excusez-moi. Mais effectivement, là il y a beaucoup de gens qui peuvent se battre pour la P3, on va dire. Pour l'écurie, pour le constructeur. Maintenant, il va falloir voir comment ça va donner une belle saison. Parce que Mercedes, je pense qu'on va avoir du mal à les toucher, sauf si effectivement ils ont des problèmes mécaniques qui deviennent récurrents. Et même Mais ça, autrement, même avec ces problèmes. même avec ça, même les mecs, on leur dit de rester en dehors des vibreurs, les vibreurs rouge et blanc. C'est même pas de monter sur les vibreurs derrière, c'est vraiment rouge et blanc. Donc c'est-à-dire entre les deux lignes, véridiquement. Donc même si avec ça déjà ils sont devant. Et puis on a baissé la puissance de leur moteur aussi, pour préserver l'unité de puissance. Enfin, Je pense qu'à un moment donné, Racing Point va avoir un problème de compréhension de sa voiture au moment où il faudra la faire
upgrader Évidemment. sur le petit truc qui la mettra justement à la P5 de manière régulière. C'est là où ça va être le moment entre guillemets décisif de la saison. Est-ce que Racing Point va comprendre le concept aéro entre guillemets et va réussir à l'upgrader, ou est-ce qu'ils vont tout simplement se perdre En fait, dans leurs upgrades? Pour prendre une image, c'est comme quand toi, Manu, je sais que quand tu étais au collège, t'étais un cancre, on va pas se mentir. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. T'avais une interro de maths, tu copiais sur ton voisin, tu te retrouves avec un 17 sur 20, sauf que le jour du contrôle, ton voisin il n'est plus là. Eh ben, tu retrouves ton niveau habituel. Donc là, on verra si sur l'ensemble de la saison, est-ce que ça va descendre ou pas. Bon, elle me parle beaucoup en plus cette métaphore. Elle rappelle de bien vieux et profonds souvenirs. Si on devait élargir un petit peu le cas Racing Point, on va le rappeler pour ceux qui le découvriraient peut-être, Racing Point a présenté en tout début de saison une nouvelle monoplace qui ressemble étrangement à la Mercedes championne du monde de l'an dernier. L'explication officielle de Racing Point, c'est on a pris 392 photos pour essayer de la copier, mais comme le dit si bien Jacques Villeneuve, elle est copiée de l'extérieur et de l'intérieur, donc on a du mal à entendre cet argument-là. On sait que Racing Point partage notamment la même soufflerie que Mercedes, qui est fournie par des moteurs Mercedes aussi également. C'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas eu une fuite du côté de Mercedes, et si, comme le montre Pierrot, eh bien Mercedes n'avait pas donné les plans de sa Mercedes Par et bien erreur. du côté Oublié sur la table. oublié sur la Par table. erreur. Zut alors. Voilà. Ah, pas de chance. La faute n'a pas de chance, l'ingénieur qui laisse les plans de la voiture de l'année dernière, bizarrement, sur un la bureau en boulette. 2020, et derrière un ingénieur de Racing Point qui reprend tout ça. Bref, ça nous a inspiré une question et un sujet dont on parle entre nous depuis quelques temps, la question bien sûr des écuries clientes. Regardez un petit peu ce tableau, ce concept existe en fait depuis quand même quelques années. À l'époque de Fangio et Moss, rappelez-vous quand on a fait cette belle émission en hommage bien sûr à Sterling Moss, il y avait déjà cette idée d'acheter une voiture qui avait déjà couru pour un constructeur, quitte à la repeindre, quitte à lui changer le nom. Récemment, on a vu l'exemple Super Aguri qui reprenait en fait le concept d'une Honda ratée. C'était vraiment l'inverse d'une Racing Point. C'était la Honda ratée de l'année dernière qui était restylée version Super Aguri. On se rappelle aussi également au début des années 2000 que Sauber avait repris un concept Ferrari vieux d'1 an. Je voulais vous parler aussi également de ce qui aurait pu être une révolution en Formule 1, le projet Discount de David Richards, à l'époque le patron de ProDrive, on était en 2008, qui avait proposé de racheter les plans de la McLaren 2007. Il a plutôt bon goût et il était plutôt malin. Il l'avait proposé à la FIA, mais la FIA avait retoqué en disant que pour construire une voiture, il faut absolument produire ses propres plans. Et ce débat sur le système d'écurie client a été relancé par la crise du Covid-19 et par l'intermédiaire également de Christian Horner qui a proposé de vendre des Red Bull aux écuries les plus faibles. Les canettes ou les voitures Je sais pas. Non, des voitures bien évidemment. Et regardez ces deux citations en réaction à cette proposition de Christian Horner. On a eu Gunther Steiner, le garçon popularisé par Netflix mais ridiculisé par ses freins. Si nous devenons des écuries clientes, les plus grosses équipes pourraient ainsi manipuler nos performances car nous évoluerions avec des voitures âgées d'au moins 1 an. Ils resteraient devant nous. C'est bien sûr une voiture de 15 les ans. favoris. Et regardez l'autre avis, Cyril Abitboul qui est d'accord avec Gunther Steiner mais qui voit les choses sous un autre prisme. S'il y avait un besoin de rapidement remplir une grille de départ, je peux le comprendre, mais la F1 n'en est pas là et il n'y a donc pas besoin de ça pour le moment. Pour moi, une écurie cliente est une construction dangereuse qui peut avoir un impact sur le niveau du peloton et la justice sportive. Vous avez vu le changement de look d'ailleurs de Cyril Abitboul, peut-être pour paraître un petit peu plus sérieux et crédible. Les amis, Je suis d'accord avec Cyril. vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs Allez-y. avec sur ce concept d'écurie cliente? Est-ce qu'il faut non. le remettre en place? Mais en fait, le problème du concept, c'est qu'il est totalement hypocrite parce que la FIA demande de faire ses propres plans. Ok, super, mais derrière, combien d'écuries se fournissent à 2000 fournisseurs différents? Et aujourd'hui, combien on a d'écuries constructeurs? Il y a Fefe, il y a Renault, Mercedes, et basta. On est d'accord. C'est-à-dire qu'au final, on a 3 réelles écuries qui font tout. Derrière, on a des écuries qui achètent des choses, donc elles sont clientes déjà de quelque chose. T'as As qui achète son moteur chez Ferrari. Si As est meilleur, c'est pas forcément grâce à As, ça peut être grâce à Ferrari. Et aujourd'hui, si As est moins bon, c'est à cause de Ferrari. Pas seulement. Hein Pas seulement. Pas seulement. Il y a les freins dedans. C'est vrai que si avec ça, C'est le dangereux. problème serait plus simple quand même. Mais ce serait quand même bien qu'on ait 10 constructeurs automobiles qui fassent 10 voitures, eux, et qu'ils les mettent en perspective, tu C'est vois. pas l'air du temps. Non mais on n'est pas en 2008 là, Non, il y a c'est eu la pas un crise problème. financière. Mais c'est pas un etc. problème de Bah, 2008, c'est un problème de. on n'est tu pas peux aligné, on n'est pas aligné avec ce que veulent les constructeurs. Tous les constructeurs, ils sont en Formule 1 aujourd'hui. Ils en ont rien à faire de savoir si Et c'est le pas- moteur c'est pas- de Formule 1 est le plus efficient de la planète. Ils sont tous sur l'électrique. Mais c'est pas le souci, je te dis juste que le concept du sport automobile, c'est tu construis une voiture, tu la mets en grille. Et derrière, tu vois si c'est la meilleure ou pas.
Red Bull, encore une fois, c'est peut-être encore une fois du magot, tu vas me dire, mais Red Bull, ils vendent des canettes. C'est des magots. Et Red Bull, en fait, ils payent des mecs pour construire une voiture à leur place. Moi, j'aime pas, je suis désolé. Donc, au bout d'un moment, le concept d'écurie cliente, il est déjà là. C'est juste qu'en fait, là, on veut le mettre en général. Est-ce qu'on peut acheter une voiture Attends, pour aller sur la Red Bull, grille ils produisent leur propre voiture quand même. Il y a un ingénieur qui s'appelle Adrian Newey qui nous fait des merveilles oui. tous les ans. Ils s'associent pour le produisent moteur, pas je de suis moteur, d'accord. ils produisent pas de batte de Là, on parle vitesse, vraiment du dessin de la voiture, de la monoplace, de l'aérodynamique, Ah, du concept Et racheté c'est à pas notre que la, écurie. c'est pas que mais l'aéro, alors- la voiture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat du monde de Formule 1, c'est un championnat de constructeurs et pas un championnat Oui. d'écurie ou comme Oui. c'est le cas, par exemple, pour les 24 heures du Mans, il me semble. C'est un championnat de constructeurs. Donc, tout le monde doit construire sa propre voiture dans l'idée, et je crois que c'était arrivé en 82 avec les premiers accords Concorde, etc., que faut pas désavantager les petites écuries indépendantes qui sont des constructeurs de châssis. Il faut que tout le monde soit constructeur comme Ferrari, Renault, etc. Donc, on part de ce principe-là. Maintenant, aujourd'hui, l'ère du temps évolue, etc. On a vu des écuries clientes en WTCR, donc en championnat du monde de super tourisme. On l'a vu en MotoGP, ça fonctionne bien en MotoGP. Quartararo, il s'est battu pour la victoire avec une moto cliente, si je dis pas de bêtises l'année dernière. Bon, moi c'est un concept qui personnellement ne me choque pas, me rend pas spécialement fou en disant oh là là c'est scandaleux, etc. Moi je me dis effectivement si jamais on peut bien vendre des moteurs à d'autres équipes, pourquoi on pourrait pas vendre des châssis avec ça a été le cas avec Sauber Voilà. et Ferrari. Et à ce moment-là, ok, là il n'y a pas de problème pour moi, on est bon. On aimerait bien revoir des constructeurs automobiles, on aimerait bien voir BMW, on aimerait bien voir Porsche, on aimerait bien Même voir plein de Toyota. choses, même Toyota, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une ère du temps où la Formule 1, c'est pas attractif pour les constructeurs, c'est attractif pour des petites écuries, pour des futures petites écuries qui auront un certain budget qui plafonnera à 140 millions d'euros, etc., voire moins. Donc, je suis désolé, mais pour moi, c'est une bonne chose. Moi, la Racing Point, elle me choque pas. J'ai même plus envie de la supporter en me disant bon bah voilà, on vous donne une voiture, il faudra faire des upgrades, etc. À vous de vous débrouiller derrière. Et ça, c'est intéressant de voir. Mais je trouve que t'es à Bitbull, Je sais pas. tu, Ah oui. tu bosses sur un concept Ah oui. depuis 5 ans, C'est un et problème. t'as un milliardaire canadien qui arrive, qui pose les billes et qui derrière la voiture, elle est devant toi. Est-ce que c'est automobile? Je suis pour d'accord. moi, c'est un problème éthique. Ouais. C'est pas ok. Ils sont dans les clous, ce que tu veux, mais c'est un problème éthique. Pour revenir à ce que disait Pierrot, on vous parlait tout à l'heure du projet de David Richards en 2008. David Richards disait que ça permettait de diviser les coûts par 5, Mais bien sûr. voire 7. À une époque, on est dans une pleine crise économique et où le secteur automobile est très touché. À une époque aussi, où quelque part, on se dirige vers une standardisation un petit peu de la Ouais. Formule 1. Est-ce que ça n'aurait pas du Ah, sens si déjà on standardise la F1 et qu'en plus tu récupères les voitures de telle ou telle autre Mais la F1 écurie, était déjà standardisée il y a bien longtemps. Il y a Non, une mais époque où ils avaient tous le même on a moteur fait- sur on a la fait- grille. on a fait 100 Ils fois avaient le tous débat le la même saison moteur. Ils dernière. avaient un Ford Cosworth V8. Ils avaient Tu vois, tous le même moteur. Enlève tes Ne me dis œillets, pas qu'on tu est vois là. bien. Oh là là, c'est standardisé. Mon Dieu. Donc là, la F1, tout va bien. Arrêtons. Donc là, l'avenir arrêtons. de la F1. J'ai jamais dit que tout allait bien. Encore une Tu sais fois. très bien qu'on est en train de standardiser la F1. On va se retrouver avec des monoplaces quasiment similaires. Bah, non. Faut toujours avoir des constructeurs. À ce moment-là, alors ça pose un deuxième problème éthique. Est-ce que si dans ce cas-là on fait venir des écuries clientes, est-ce que on leur dit ok, mais alors à ce moment-là vous jouez pas le championnat constructeur et que vous jouez un ouais. championnat par équipe. Où tu les réunis derrière Où un est-ce qu'on seul les et même réunit? constructeur. Comment on fait, tu vois, à ce moment-là? Mais moi, je suis désolé, en WTCR, ça n'a jamais posé de problème parce que c'est un championnat, j'allais dire cheap, c'est pas le bon mot, mais c'est un championnat plutôt avec des coûts plutôt bas. Moi, ça me choque pas de voir des écuries-usines qui engagent 3 bagnoles et puis voir les autres engager 1 ou 2 voitures parce que ils tentent. C'est aussi ça l'esprit de la course automobile, c'est que à l'époque de la F1, Williams a commencé comme ça, ils ont racheté une voiture pour pouvoir commencer en Formule 1. Bon, il n'y a rien de choquant, hein. Enfin, moi, en tout cas, ça me choque pas. On faisait ça La il y a F1 des étant- années. Aujourd'hui, si on le refait, ça me La choquerait F1 pas. est un sport élitiste et tu viens de prendre l'exemple, comme tu dis, cheap. Et il faut suivre cet exemple. Le sport auto est un sport élitiste quoi qu'il arrive, hein. Donc Mais la F1 encore que plus, tu sois en WTCR ou en Formule 1, les mais juges la sont F1, quand Est-ce même que c'est ultra monstrueux. élitiste d'arriver en tant qu'écurie et de dire je vais pas la faire, ma bagnole, je vais l'acheter? C'est élitiste dans un sens. C'est-à-dire que vraiment, c'est le summum du je m'en bats les reins. Mais C'est même arrogant, quoi. Ouais, C'est ouais, limite c'est- un peu provoque, quoi. non, mais tu vois, sauf le respect que j'ai pour Sergio Perez, mais Sergio Perez, c'est le champion du monde avec une Racing Point qui a été achetée.
Mais ils seront Ah, pas beau, non, hein. ah non, mais non. Quand tu regardes la Mercedes d'aujourd'hui et la Mercedes d'hier, bon bah il y a pas photo. Hein. Pérez, il sera rarement devant les deux Mercedes usines. Sur C'est 8 aussi ça le truc. sur 8 courses, Ah, avec des abandons. C'est aussi tu ça, sais pas. c'est aussi ça la chose. À ce moment-là, si on fait venir des voitures clientes, il y a tout un règlement à revoir en profondeur sur la manière dont on fait une voiture. Ça, c'est sûr et certain. D'un point de vue ingénierie, je parle. Faut toujours que les écuries usines aient forcément un avantage sur les écuries clientes, Ah oui. quoi qu'il arrive. Mais moi, ça me choque pas. Encore une fois, si une Racing Point fait P3 et qu'on a Mercedes 1, 2, 3, 4 avec les deux Racing Point. Bon, bah ouais, bah bien joué quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont été meilleurs en stratégie, ils ont acheté une voiture qui marchait. Bravo à eux. Il faut limiter évidemment le nombre de voitures que tu as le droit de vendre. Sinon, on se retrouve effectivement avec une Mercedes sur toute la grille. On se retrouve en formule monomodèle. Ok. On aura bien Ouais. compris, on vous mettra pas d'accord, messieurs, sur ce sujet. Ah ouais, non. Et c'est bien, c'est important qu'il y ait des clivages comme ça. La vieille école, là, comme ça, à ma gauche, et la New School, Ouais, bien la sûr, New à School. ma droite. Faut une vieille. Hein. Quoique, oui, c'est vrai que t'es un peu traditionnaliste toi aussi sur les bords, un petit peu réac Oui, hein. parfois. Tiens, on va jouer un petit peu parce que les amis, regardez un petit peu ce que j'ai retrouvé. Saison 2, ça veut dire qu'on la remet en jeu. Tout de suite le quiz. Le quiz et la ceinture est là. Elle brille de mille feux et regardez, elle tourne même. C'est absolument fantastique. J'aimerais tellement la gagner si jamais j'avais une chance. Les amis, vous avez tous des buzzers. Vous pouvez soulever les casquettes. Vous avez tous un buzzer sous la casquette et on va commencer tout de suite avec une première question. On est bien sûr sur les essais. L'idée, c'est de se chauffer et pourquoi pas de pouvoir démarrer en premier par la suite puisqu'une énumération viendra ensuite. Depuis dimanche, première question, vous pouvez la voir apparaître. Depuis dimanche. C'est pas cadeau, bah c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison, je vais la lire, ce sera plus simple. Depuis dimanche, Lewis Hamilton n'est plus le Britannique le mieux classé. Hamza. La dernière fois que c'était arrivé, c'était qui Ah ouais, il faut répondre vite. qui par était contre. devant? Oui, Jenson Button, oui mais c'était quand? il y a 8 ans. Non, ça marche pas. Jenson Button, Australie 2014. Ah, mais, Oh, il a la réponse exacte. Il a pas buzzé. C'est vrai Si, qu'il a j'ai pas buzzé. buzzé, donc ce point est annulé, les amis. Ah, J'avais buzzé aussi, voilà. putain. Ouais, là, t'as buzzé. Non, on va Remets à zéro. garder Brice. Ah, On va garder voilà. Brice parce qu'il faut absolument quelqu'un qui parte en pôle. On part tout de suite sur une énumération. Donc pas de buzzer. Je vais vous montrer cette petite illustration masquée. On a là les 1, 2, 3, 4, 5 pilotes qui ont fait que les plus jeunes à être montés sur un podium. C'est une énumération. On va commencer avec Brice. Dans Il faut l'ordre. m'en citer un. Max Verstappen. Max Verstappen, en effet, c'est une bonne réponse. Hamza. Stroll, Lance Stroll, en effet, deuxième. Max Verstappen, premier. Stroll. Lando Norris. Lando Norris, en effet, la troisième place. Alex. Fernando. Non, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, ok. Vas-y, c'est validé. Le Brice. quatrième, c'est Daniel Kvyat. Et c'est Brice cinquième, qui prend non deuxième. Il est cinquième, Daniel Kvyat, en Et derrière effet. Vettel. Voilà. J'aurais pas Il y dû faire avait une pas Charles Leclerc, énumération. Non, il n'y avait pas Charles Leclerc. J'ai dedans. failli faire une Chose Gilles Villeneuve, très, vous avez très vu, étonnante. T'as failli c'est faire pas une passé Gilles loin. Villeneuve. Maintenant, il y a plus de Il y a prénom, du c'est progrès. bien. Attention. Voilà, je vais s'arrêter au frais. Brice toujours, qui mène 2-0. Question suivante. Qui sont les 6 pilotes à ne pas avoir posé les genoux à terre lors de la cérémonie contre le racisme organisée en c'est avant-course horrible de faire dimanche? C'est chez Pierrot. Allez, vas-y. Alors, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi. Oh, je me souviens plus. T'en as fait 5 là. J'avais fait 5. Il en a fait 5, il en manque un. Attends, excuse-moi. Carlos Sainz. Carlos Sainz Jr. Oh, le Là, mais clutch. attends, il va prendre Magnifique. le point. Bah bien sûr. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que 2 citations, les amis. Les voilà, les garçons qui. C'est pas pour les dénoncer, hein, c'est parce que Ah, il y avait le justement, Fiat aussi. c'est juste Ah oui, pour il y a le. le Ouais, Fiat. bien sûr. Ah, bah, j'ai pas dit le Fiat. Euh, Remet à zéro. Qui a dit ça? Excusez-moi. Qui a dit ça? 2 citations. La première, s'il vous plaît. Qui a dit ça? Ce n'est plus le Seb que l'on connaît. En course face à Sainz, il a fait une erreur de jugement incroyable. Il fait d'ailleurs toujours la même et continue encore et encore. Je trouve incroyable également la façon dont il parle de lui. Il dit que sa Ferrari vaut une 6e ou 7e place, mais Leclerc réussit à se défoncer pour terminer 2e. Pierrot. Ah, je pensais que ça allait être le CEO de Mercedes, mais c'est pas lui en fait. Olé Calganius, je sais plus, c'est ça. Alors, Olé je suis désolé. Ok, Cardanus, non, ce n'est pas lui, c'était bien sûr Ola Kalenius, mais tu l'avais, c'est le CEO bien sûr de Daimler et tu réduis la marque à 3. Ah, il prend le point. Donc maintenant. Bien sûr. Oh, attends, lui Il a dit un le truc. CEO, il a dit le CEO de Daimler. Mercedes, on ça appelait va, ça. Concentrez-vous, Vous anticipez, mesdames et messieurs. concentrez-vous. Le mec là. Il y a une autre citation. Allez. Citation suivante, Oh. s'il vous plaît. Quand j'ai vu la R26, j'ai eu envie de pleurer. C'est comme un tableau d'Auguste Rodin pour moi. Cette citation est magnifique. Elle est de l'œuvre de. Fernando Alonso. Non, absolument pas. Ah putain. un être humain.
Oui, mais la réponse n'est pas Non, mais assez je sais pas, précise. ouais, je vois que ça marche. Non, mais non. Flavio Briatore. Non. Ça veut Yes. dire Jarno Trulli? Non, c'est pas Jarno Trulli. Pardon, je l'ai oublié, tant pis. Non, pas Patrick Colletter. Zikela C'est pas Fisichella. Esteban Ocon. Non, c'est pas Esteban Ocon. En fait, c'est pas un pilote, voilà. C'est un grand amoureux de Formule 1. Benjamin Biolay. Eh oui, c'est. Oh là 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 là. Je trouvais cette phrase absolument magnifique. Benjamin, si tu nous regardes, on t'embrasse. Benjamin Biolay, son album, bien sûr, Grand Prix, sorti dans les bacs la semaine dernière. Allez, Pierrot 0, revient à 0, 2 0, points, 3, 2, 0, 0. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va se terminer sur un qui suis-je, qui sera bien évidemment J'ai vu décisif. 5 points. Attention, quand on buzz une fois, on n'a pas le droit de rebuzzer derrière. Aïe, 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 Tu aïe, vois ce que aïe. je veux dire? Donc faudra Pierrot est attendre mort. son tour. Non. On vient de me faire en régie la blague. Si Brice buzz une fois, c'est déjà très bien. Les initiés comprendront. Les amis, je suis né le 10 novembre 1965 à Bangor. J'ai disputé 146 courses et pourtant je ne compte pas la moindre pole position à mon actif. Je tombe dans le sport auto très jeune, mes parents en sont d'ailleurs des aficionados. Avec 14 victoires en autant de courses, je remporte le trophée Esso qui me permet d'intégrer la Formule 3 l'année suivante. Si je m'incline contre Gigi Leto, cette année-là, j'ai réussi à m'imposer au Grand Prix de Macao. Je m'engage ensuite en F3000 pendant 2 ans, mais aucune écurie ne souhaite me faire confiance. Alors direction l'Asie, je performe sans être champion. Et coup de chance, Jordan, qui a besoin d'un pilote en urgence en F1 à Suzuka, me fait débuter au début des années 90. Pour ma première course, eh bien, je fais parler de moi d'entrée de jeu. Je refuse que Senna me prenne un tour. À l'arrivée, une bagarre générale éclate avec le Brésilien. Pour ma première saison complète en 94, je me fais surprendre au bout de 2 Grands Prix après avoir provoqué un carambolage avec Verstappen senior et Martin Brundle, rien que ça. Il faut dire que j'ai toujours traîné cette réputation de bad guy, mauvais garçon. Encore aujourd'hui, je commente l'actualité de la F1 sur ma chaîne YouTube. Le concept est simple, je me filme bourré sur mon bateau et je dis ce que je pense. Ça ne m'empêche pas d'être dans mon pays une figure du showbiz et mes 4 victoires n'y sont pas pour rien. Un jour, je me suis même battu avec le fils du maire de Milan en boîte de nuit. Je lui ai cassé l'œil, j'ai failli même lui arracher l'œil parce qu'il avait regardé ma femme de trop près. Femme dont j'ai divorcé par la suite. Donc un youtubeur donc. Ça va aller très très vite. On m'a toujours considéré comme un numéro 2 et si je réalise une belle saison en 95, c'est en 99 que ma carrière aurait pu prendre un tournant complètement différent. L'un des plus grands Eddie pilotes... Irvine. Le buzzer arrive beaucoup moins. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Qui ça? Eddie Irvine. Il est pour toi. Yes. Et c'est Alex Caldi qui remporte, bien sûr, ce quiz. Regardez cette belle photo derrière. Juste avant, il était aux côtés de Pamela Anderson, bien sûr. Voilà, c'est un des amis pistonnés, un garçon qu'on aime, beaucoup, Eddie Irvine, avec qui on aimerait bien aller sur le bateau, bien évidemment. Allez, pour se quitter, les amis, le dernier mot, le pronostic Grand Prix de Styrie, Oula, non, pas de Styrie, bien évidemment, de Styrie dès ce dimanche. Je veux le vainqueur et je veux surtout savoir si vous prenez le bonus. Le bonus, c'est plus 2 points s'il se réalise. C'est-à-dire si Racing Point monte sur le podium, moins 2 points si ça ne se passe pas, sachant que sur les 8 courses qui seront à courir, vous serez obligé de prendre 4 fois le bonus. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, Oh, moi, je vais commencer, je vais me mouiller. Bottas vainqueur et Racing Point, oui, sur le podium. Ok. Alex? Albon vainqueur et Racing Point aussi sur le podium. Je suis d'accord aussi. Lewis Hamilton et pas de bonus. Pas de bonus. Bottas et pas de bonus. Stratégie décalée pour les Hamza, ça va nous régaler. Les vas voir pronos les des choix pistonnés clients. ont été remis à 0. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine après le Grand Prix de Styrie, bien évidemment du côté de l'Autriche. Merci à tous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de commenter cette émission et puis mettez-nous des petits pouces, des likes, enfin tout ce que vous voulez. On a besoin de votre force pour cette saison 2. Merci d'avoir été avec nous, c'était un grand plaisir. Salut, merci à la régie, merci Polo, merci Arwan, merci à vous tous. Ciao. Ciao.